Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue dans ce journal. Voici ce que domine l'actualité. La CEI propose au gouvernement une prorogation de la révision de la liste électorale. Le 5 juillet, c'est la date butoir annoncée hier. La commission en charge des élections dit avoir pris la décision pour satisfaire à une requête des acteurs du processus en Côte d'Ivoire. Les centres seront ouverts avec des dispositions exceptionnelles pour recevoir les requérants. Des pluies modérées ou fortes observées à Abidjan ce matin. L'équipe de la RTI sillonne les différents quartiers de la commune de Cocody. Dégâts matériels, inondations depuis quelques jours. Les populations invitées à quitter les zones dangereuses. On fera le point dans cette édition. Puis relance post-crise, les collectivités africaines à la recherche de solutions. Les villes du continent ouvrent la réflexion sur la question de leur développement. Le continent veut mobiliser les partenaires financiers pour les accompagner. D'abord, je vous emmène au palais de la présidence. Il s'y tient un conseil des ministres extraordinaire. La rencontre est présidée par le chef de l'État, le président Alassane Ouattara. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. C'est une journée de forte pluie qui a démarré depuis ce matin. La saison continue. La Sodexam donne régulièrement les alertes sur ces précipitations. Les populations invitées à la prudence. Il y a risque d'inondation et nous nous rendons justement dans des zones névralgiques. Gabriel Zani, bonjour. Vous êtes à la Riviera. Quel est le point de la situation dans ce quartier de Cocody régulièrement sinistré? Bonjour Kolo. Après donc l'éclaircie d'hier lundi, la pluie a repris ses droits sur le district d'Abidjan puisque nous sommes en pleine saison des pluies. Alors depuis ce mardi matin à 7 h, il pleut. La pluie oscille entre de faibles et de fortes précipitations. Là où je me tiens actuellement à la Riviera 3, la pluie vient à peine de cesser, mais le constat est le même. De la Riviera 2 à la Riviera Palmeraie, en passant par la Riviera Alabra, pour remonter vers la Riviera Rose-Marie Giraud, la rue Ministre, les eaux essaient de reprendre de l'espace. Alors une chose est donc certaine, qui est aussi rassurante tout de même, c'est que le bilan de cette demi-journée, il n'y a pas de dégâts en vie humaine, il n'y a pas de dégâts matériels non plus. Mais une chose est certaine, si les prochaines pluies sont abondantes, la montée des eaux est également certaine dans les zones que je viens de citer. Merci Gabriel Zani. On vous retrouve dans quelques instants au cours de ce journal. Je précise que vous vous rendez au groupement des sapeurs-pompiers militaires pour nous donner d'autres informations sur cette journée pluvieuse. Justement, la Sodexam vient de produire la prévision météo. Le ciel restera très nuageux avec des pluies intermittentes en cours d'après-midi. Des averses parfois orageuses pourront également perturber la nuit. Restons donc vigilants. L'actualité, c'est aussi la révision de la liste électorale qui doit se poursuivre jusqu'au 5 juillet. C'est la proposition que fait la commission électorale indépendante au gouvernement. Le porte-parole de la CEI a donné l'information hier. Écoutons Émile Ebrotier. La commission électorale indépendante porte à la connaissance de l'ensemble des Ivoiriennes et des Ivoiriens en âge de voter sa proposition au gouvernement de proroger l'opération de révision de la liste électorale au dimanche 5 juillet à 12 h. À la demande des partis politiques de tous bords, suite aux 3 jours de pluie torrentielle, la CEI offre l'opportunité de se faire enrôler aux requérants qui ont manifesté par leur forte mobilisation leur intérêt pour cette opération en Côte d'Ivoire comme dans les centres d'enrôlement de nos représentations diplomatiques. Conformément à la pratique électorale, les centres seront exceptionnellement ouverts dès 7 h et ne fermeront qu'à la réception du dernier requérant présent dans le centre à sa clôture le 5 juillet à 12 h. Et cette prorogation de la révision de la liste électorale va permettre une plus large participation de la jeunesse. C'est ce que vise le Conseil national des jeunes de Côte d'Ivoire. Une caravane de sensibilisation est initiée dans la région du Moronou. Les nouveaux majeurs appelés à s'inscrire à Astou Touré. Ara,
Mbato et Bongwanou, dans la région du Moronou, ont constitué la première étape de cette tournée de sensibilisation des nouveaux majeurs sur le listing électoral. À travers cette caravane, le Conseil national des jeunes de Côte d'Ivoire, CNJCI, veut emmener les jeunes à prendre une part active dans le processus électoral. Le Conseil national des jeunes de Côte d'Ivoire demande justement que les jeunes puissent s'inscrire massivement sur la liste électorale pour que leurs voix puissent compter le jour du vote le 31 octobre. C'est une belle occasion donnée à la jeunesse ivoirienne de prendre toute sa place dans le débat politique, de participer donc au choix des dirigeants du pays. L'objectif du Conseil national des jeunes de Côte d'Ivoire est de faire enrôler 1 million de nouveaux majeurs. Un défi soutenu par les cadres de la région qui ont offert des timbres gratuitement aux populations afin de faciliter leur inscription. J'ai eu à croiser la jeunesse pour leur donner la feuille de route afin qu'elle aille s'inscrire sur les listes, pour qu'on puisse, au soir du 31, choisir notre candidat que nous voulons tous. Une initiative appréciée par les jeunes du Moronou. Je sors satisfaite parce que les jeunes ont répondu nombreux. Ils ont décidé de marcher réellement dans la ligne que nous avons définie, c'est-à-dire s'impliquer dans le cadre du processus qui est en cours. Il est de notre devoir, nous les jeunes du département d'Ara, de faire sortir dans les campements, hameaux, tous nos petits frères qui n'ont pas encore le papier, de se faire enrôler pour les élections à venir. Ça va nous permettre en tant que jeunes de nous inscrire sur la liste électorale parce que vu tous les conseils qui ont été donnés, ça nous amène, nous jeunes, de s'inscrire dans l'intérêt de la jeunesse et de notre pays en général. Prochaine étape, les régions du Zi et du Bélier. La lutte contre la Covid-19 aussi se poursuit. Le gouvernement appelle à l'implication de tous afin de freiner la propagation de la pandémie. La Côte d'Ivoire a enregistré hier 113 nouveaux cas et 188 nouvelles personnes guéries. Le pays compte désormais 9 214 cas confirmés. Le gouvernement ivoirien accentue la sensibilisation pour le respect des gestes barrières. Le directeur général de la Santé fait le point. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a enregistré ce jour, lundi 29 juin 2020, 113 nouveaux cas de Covid-19. Sur 1053 échantillons prélevés, soit 10,7% de cas positifs. 188 guéris et 0 décès. À la date du 29 juin 2020, la Côte d'Ivoire compte donc 9 214 cas confirmés, dont 3 996 personnes guéries, 66 décès et 5 152 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est de 53 938. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique rappelle que la pandémie n'est pas terminée. Il exhorte les populations au strict respect des mesures barrières, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon, la distanciation physique et le port de masque lorsque nous sommes dans les lieux publics afin de nous protéger et de protéger les autres. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique en appelle donc à la discipline et à la responsabilité, car pour stopper la transmission du virus, nous devons tous être disciplinés et responsables. Je vous donne aussi des chiffres de la pandémie dans quelques pays africains. D'abord au Ghana, 17 351 cas confirmés, 112 décès. En Guinée, c'est 5 351 cas confirmés, 31 décès. 25 133 cas confirmés, 573 décès au Nigeria. En Afrique du Sud, on compte 144 264 cas confirmés, 2529 décès. Et puis en Égypte, 66 754 cas confirmés, 2872 décès. Et puis dans le monde entier, il y a 110 436 954 cas confirmés et 5 695 572 personnes guéries, 108 876 décès.
Ici en Côte d'Ivoire, le plan de riposte du gouvernement est en marche. Des dispositions sont prises dans toutes les villes. À Dimbokro, le maire de la commune a pris des mesures de prévention contre la Covid-19. Bilé Diemeleou est venu en parler au point presse quotidien sur la pandémie. Des détails avec Mahama Traoré. Focus ce lundi sur Dimbokro, chef-lieu de la région d'Unzi. Cette cité de 102 000 habitants reste pour l'heure faiblement impactée par la Covid-19, selon le ministère de la Santé. Seul un cas positif détecté à ce jour. Face à la presse, le maire Gabriel Bilé Diemeleou détaille les actions menées sur place, installation de kits sanitaires, désinfection des bâtiments administratifs et autres lieux publics, sensibilisation de masse par la radio locale, plus de 10 000 cache-nez distribués. Et des dispositions ont été prises au niveau du comité de suivi, de sorte que nous puissions fabriquer nous-mêmes des cache-nez par les couturiers qui sont dans la commune. Et pour ce faire, il y a deux modes. Quand vous venez avec votre tissu, le couturier vous le fait à 25 francs, parce que vous avez la plus grosse matière. Lorsque vous venez à lui, il y a un tarif qui a été retenu, il est de 150 francs. Pour rappel, la prise en charge de la Covid-19 est entièrement supportée par l'État. Dr Edith Kwasi donne ici des précisions sur ce qu'auraient coûté les tests de dépistage. Le test, si on devait le payer, selon les informations que nous avons reçues, devrait coûter par personne autour de 60 000 francs CFA. Donc nous sommes aujourd'hui à 52 885. Vous voyez que ce n'est pas moins de 3 milliards que l'État a supporté à ce jour pour dépister le nombre que nous avons aujourd'hui. Maintenant, si on met à cela le dispositif pour faire le prélèvement, qui a un coût, encore on ajoute les sites de prélèvement qui sont faits justement dans le but de faire le dépistage. Si on met encore les personnes qui sont chargées de collecter les échantillons, de les acheminer vers les lieux indiqués pour faire le dépistage, vous voyez que je pense qu'on peut aller au-delà de 60 000 francs par personne. Quel bilan faire de l'opération menée dimanche dernier dans la commune de Cocody par les forces de sécurité pour s'assurer de l'application des mesures barrières dans les maquis et restaurants? Plusieurs maquis ont été visités, pas de saisies opérées. Nous notons néanmoins que les mesures de distanciation sociale étaient partiellement respectées dans certains maquis dont les tenanciers ont été rappelés très vite à l'ordre. Par contre, dans l'ensemble, le nombre de personnes rassemblées tel que recommandé par le CNS est respecté par les tenanciers des 10 maquis. Les bars, quant à eux, restent fermés. Concernant la mesure d'isolement du Grand Abidjan, notons que 56 véhicules et 151 personnes ont été refoulés dimanche dernier sur les axes d'Abou-Grand-Laou, d'Abou-Sikensi, pour défaut de laisser passer. Et la Covid-19 qui impacte aussi les villes africaines. La problématique de leur développement au centre d'une réunion tenue par visioconférence. Les ministres en charge de la question font des propositions. Le continent veut mobiliser les partenaires financiers pour accompagner les collectivités. Mamadou Kwasi. Les collectivités territoriales africaines sont les premières victimes de la crise sanitaire. Une crise qui s'est vite muée en crise économique. Et pour préparer la relève post-crise Covid-19, le Royaume du Maroc, en collaboration avec le Fonds mondial pour le développement des villes FMDV, met en place une stratégie. Il s'agit de mobiliser des ressources nécessaires pour accompagner les mairies et les conseils régionaux. Un webinaire est organisé autour du thème « Les ministères africains en charge de la ville, acteurs centraux pour accompagner la sortie des crises de la Covid-19 ». Occasion pour le ministre ivoirien de la ville, François-Albert Amicha, d'exposer la politique et les solutions de relance préconisées par le gouvernement. C'est l'écosystème de la ville qui s'est rappelé à tous et c'est désormais en intégrant toutes ces énergies existantes à l'échelle locale que nous construirons des solutions sur le long terme. En effet, c'est en engageant un dialogue constructif, mobilisant l'ensemble de l'écosystème de la ville, que nous arriverons à identifier les solutions possibles et adaptées à nos contextes et à nos territoires. Il a également rappelé les stratégies mises en place par le gouvernement ivoirien pour accompagner les collectivités territoriales afin de faire face aux effets de la Covid-19. Nous devons aujourd'hui construire des solutions nationales permettant aux ministères sectoriels, aux institutions de financement
de collectivités locales aux associations nationales d'élus d'œuvrer ensemble pour des villes durables. C'est par l'échange, le dialogue et la coopération que nous identifierons les mesures d'accompagnement du développement de nos villes répondant aux besoins de nos territoires. Cette visioconférence a permis aux ministres participants d'insister auprès des partenaires techniques et financiers des mécanismes adaptés et propres aux réalités africaines. Le Maroc se veut le coordinateur de ce projet qui doit toucher les pays impactés par la Covid-19. Et on se mobilise pour la lutte contre la Covid-19 en Côte d'Ivoire. Les gestes de solidarité s'enchaînent. La Fondation Kalou apporte sa contribution. Elle a fait don d'une ambulance au gouvernement. C'est un reportage de Salima Toudia. Une ambulance de réanimation tout équipée, c'est le don de la Fondation Kalou répondant à l'appel de solidarité lancé par l'État face à la crise sanitaire mondiale de coronavirus. Au nom du président de la Fondation Kalou, M. Salomon Kalou, footballeur international, on a souhaité, sous son impulsion, faire ce don à l'État de Côte d'Ivoire, qui ira directement au SAMU avec qui nous travaillons depuis 10 ans que nous existons. Et ce don représente beaucoup pour le président de la Fondation, car il a souhaité contribuer à l'élan national et aussi, surtout, à la prise en charge de nos patients Covid-19. Et nous savons tous, cette pandémie, quels ont été ses ravages et quels sont ses ravages encore sur le monde entier. C'est une maladie qui a surpris tout le monde. On essaie de réagir comme on peut et tous les citoyens, tous les hommes du monde entier doivent se serrer les coudes. Réceptionnant le don, le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a à son tour remis les clés de l'ambulance au service aide médicale urgente SAMU pour usage utile à la prise en charge des malades. Ce sont entre autres 6 000 masques qui ont été remis à la Fondation Kalou à travers son ambassadrice Marie-Josée Talou pour mieux riposter face à la Covid-19. Et avec Konaté Ngamblé et Jean-Sylvain Esso, voyons un autre acte de solidarité. La Fédération ivoirienne de Maracana fait des dons au club. Elle a remis des kits sanitaires et alimentaires. Face à la crise sanitaire et économique liée à la pandémie de la Covid-19, la Fédération ivoirienne de Maracana et Discipline Associée et ses partenaires s'engagent aux côtés des acteurs du Maracana. Les clubs de la zone d'Abidjan et les joueurs des équipes nationales seniors et super seniors ont reçu des kits sanitaires et alimentaires composés de riz, de cache-nez, de kits d'hygiène et des enveloppes. Les officiels techniques, arbitres, commissaires au match et superviseurs n'ont également pas été oubliés. On ne peut que dire merci au président qui s'inscrit encore une fois dans son rôle de père de famille, de prendre soin de ses enfants et de les aider à rester en bonne santé. Un sentiment de gratitude à l'endroit du président qui a bien voulu penser aux Maracaniers, qui a bien voulu penser au club. Il attire notre attention pour nous dire que c'est une pandémie mondiale et qu'à travers nous, les autres, nous devons continuer cette sensibilisation. Et donc, je m'associe pleinement à ce geste pour lui dire que nous avons pris bonne note de ce message si important. Pour Bleu Charlemagne, président de la fédération, ce geste s'inscrit dans le plan de solidarité mis en place par la FIMADA durant cette situation de crise que traverse notre pays. Le Maracana est une discipline citoyenne inventée par les Ivoiriens. C'est tout à fait normal que si la Côte d'Ivoire est touchée, comme c'est le cas aujourd'hui, on puisse chacun, en ce qu'il peut, apporter notre contribution, pourquoi pas, à la solidarité nationale. Tout en félicitant sa communauté sportive qui s'est montrée exemplaire, Bleu Charlemagne exhorte les Maracaniers à demeurer vigilants et respectueux des mesures barrières. Partout où les Maracaniers, mais les sportifs en général vont se retrouver pour leur sport individuel, leur maintien en forme, il faut qu'ils aient à l'esprit qu'ils doivent se protéger de ce virus. Une chaîne de solidarité que le patron du Maracana ivoirien compte étendre sur l'ensemble du territoire national. Pour l'heure, le Maracana est à l'arrêt, conformément aux recommandations du gouvernement. Et on reste sur le plan sanitaire pour vous annoncer ce partenariat. Un accord entre la plateforme du secteur privé de santé et la Côte d'Ivoire. Il vise à améliorer la politique de santé et l'offre de soins dans le pays. Les explications de Franck Wadio. Présentation de documents et gestes consacrés. Voilà acté en termes de signature d'accord de partenariat à la collaboration entre le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique et la plateforme du secteur de la santé du Côte d'Ivoire. Dans différents pays, le secteur privé
évolue de son côté et le secteur public évolue de son côté dans un même pays, pour un même système de santé et pour une même population. Nous savons que le ministère de la Santé est justement à cette prérogative de la santé dans un pays et il est tout à fait normal que le secteur privé soit allié au ministère de la Santé qui, étant l'autorité, puisse organiser le système en prenant en compte justement le secteur privé. Selon Joseph Boguifo, président de cette plateforme, la Côte d'Ivoire a un statut privilégié au sein de l'instance africaine des fédérations des associations de la santé publique qui regroupe toutes les plateformes dont celle de la Côte d'Ivoire. Pour le directeur de cabinet représentant Eugène Aka Aoué, le ministre de la Santé, le secteur privé représente en Côte d'Ivoire 47% de l'offre de soins. Une donnée importante, cette convention permettra donc aux deux parties, le privé et le public, dans le secteur de la santé, de travailler davantage dans la même direction au meilleur des intérêts des deux parties. Notons que le bureau exécutif de la plateforme du secteur de la santé de Côte d'Ivoire, présidé par Joseph Boguifo, a été installé en mai 2015. Cette signature de convention a été aussi l'occasion d'inviter le ministre de la Santé à la rencontre d'Abuja au Nigeria en octobre prochain qui réunira tous les acteurs de la santé au niveau africain. Et voyons cette autre bonne nouvelle. C'est un programme Eau pour tous qui est en marche dans tout le pays. Le gouvernement veut mettre fin aux problèmes du genre en Côte d'Ivoire. Après Tengrela, c'est Boundiali qui reçoit 2 unités préfabriquées de traitement d'eau. La correspondance d'Ami Sissoko. De l'eau en qualité et en quantité pour Boundiali. 2 nouvelles unités préfabriquées de traitement d'eau potable UCD en cours d'installation permettront de ravitailler la ville depuis le fleuve Bagoué. Avec elle, la production d'eau va augmenter de 4000 m3 d'eau par jour. Avec les ministres Bruno Nabagno-Koné et Maria Toukone, le ministre de l'Hydraulique, Laurent Tchagba, visite le chantier. En termes de taux d'avancement, nous sommes à 80%. 80% de réalisation. Tout comme sur les autres sites à Tengrela, il reste l'électricité et le raccordement hydraulique. Parce que nous voulons mettre en synergie les mêmes équipes qui vont le faire en même temps au lieu de le faire séparément. À Boundiali, la question de l'eau ne sera plus un casse-tête dès la fin des travaux en août. Les localités de Kouto, Koliagon, elles également ne connaîtront plus de pénurie d'eau. Elles seront alimentées à partir de Boundiali. Monsieur le ministre, en honorant votre parole, vous nous permettez de respecter la nôtre à l'égard des populations auxquelles la promesse a été faite d'améliorer les réseaux hydrauliques. Je voudrais donc, au nom des populations, vous traduire nos sincères remerciements pour cet équipement. Avec une population de plus de 69 000 habitants, le besoin en eau potable de Boundiali est estimé à 5 900 m3 d'eau par jour. En mettant 2 UCD, nous sommes confortables parce qu'on produit 4 000 m3 jour. Et ajouter aux 2800 m3 jour que nous réalisons avec l'ancienne station, nous sommes à 6800 alors qu'on en a besoin que de 5900. 1,5 milliard de francs CFA, c'est le coût de ces 2 unités préfabriquées de traitement d'eau potable de Boundiali. Au total, ce sont 40 unités préfabriquées de traitement d'eau potable qui seront installées dans 32 villes. Coût global des travaux, 45 milliards de francs CFA. Les dates des examens à grand tirage de la formation professionnelle sont connues. La session 2020 démarre le 7 juillet, les épreuves écrites le 21. Mais avant, évidemment, il y a le retrait des convocations en ligne. Des dispositions sont prises pour la tenue de ces évaluations. C'est ce qu'on va voir avec Grace Kando. Les convocations des candidats des examens à grand tirage de l'enseignement professionnel seront mises en ligne le 1er juillet prochain. Les épreuves physiques, orales et écrites, quant à elles, démarrent du 7 juillet pour s'achever le 24 juillet. La session 2020 des examens de la formation professionnelle enregistre 17 084 candidats contre plus de 12 000 l'année dernière, soit une augmentation de 39,54%. En majorité, ces candidats composent dans les spécialités du brevet de technicien BT, qui représente 69,1%, et du certificat d'aptitude professionnelle CAP, représentant 27,3%. Relativement aux filières de formation, on note que
39,51% des candidats sont dans les filières du secteur industriel contre 60,49% dans les filières du secteur tertiaire. Toutefois, le pourcentage des candidats de sexe féminin dans les filières industrielles demeure toujours faible, avec 13,4%, tandis qu'elle représente 70,8% des candidats du secteur tertiaire. Les examens de cette année se déroulent dans un contexte de crise sanitaire. Des dispositions pratiques ont été prises pour le respect des mesures barrières. La déconcentration de l'organisation de l'épreuve physique et sportive, EPS, au niveau des directions régionales. Cette mesure vise à éviter le regroupement important de candidats dans les centres. Ces épreuves ne porteront que sur les sports individuels. La reprogrammation des stages d'immersion en entreprise. Pendant leur formation au brevet de technicien, les apprenants doivent effectuer un stage de 6 semaines au moins en entreprise. Ces stages se dérouleront après les épreuves orales, pratiques et écrites. Le réaménagement des ateliers et l'allègement des travaux pratiques, TP. En tenant compte de cette situation, ces travaux pratiques ne porteront pour cette année que sur une seule épreuve, au lieu de 2. Les résultats seront connus le vendredi 14 août 2020 sur le site www.formation-professionnelle.gouv.ci. On va revenir sur ces fortes pluies qui s'abattent sur Abidjan. Gabriel Zani, vous l'avez remarqué, était en début de journal à la Riviera. On la retrouve cette fois au groupement des sapeurs-pompiers. Dites-nous, Zani, comment se passe cette autre journée de pluie avec ces secouristes? Bonjour Kolo. Je suis donc à la caserne des sapeurs-pompiers militaires depuis ce mardi matin à 7h pour être plus précise sur la question la plus basse en plan sur le district d'Abidjan. Et donc je suis avec le colonel-major Sako, il est chef de corps du groupement des sapeurs-pompiers militaires. Alors nous venons de sillonner certaines zones touchées par les précipitations, notamment la Riviera 2, Riviera 3 et Palmeraie. Alors est-ce que vous avez reçu des appels d'aide venant de ces zones touchées ou d'autres secteurs? Bien, pour l'instant, nous n'avons pas eu de sollicitations liées aux intempéries. Nous n'intervenons que dans les interventions classiques, les accidents, les incendies, pour lesquels d'ailleurs nous avons eu un très très grave incendie ce matin, un feu de bouteilles de gaz qui a sollicité la mise en œuvre de très très gros moyens. Mais pour les pluies, nous n'avons pas de sollicitation. Alors bien, vous le savez, nous sommes en pleine saison des pluies. Alors, est-ce que vous êtes préparé à toute éventualité au cas où les choses évolueraient? Oui, depuis le début de l'alerte météo, nous avons mis tous nos moyens en place pour pouvoir intervenir en cas de gros sinistres. Les moyens du GSPM, mais aussi nous avons eu un appui des armées qui ont mis à notre disposition des sections, des hommes et du matériel au niveau de l'état-major général à mesure de nous appuyer dans nos secours à victimes. Alors, cet appui-là, il va certainement vous aider à pouvoir mener à bien votre mission de secours auprès des populations. Est-ce que finalement, vous êtes vraiment, suffisamment prêt pour de grandes interventions? C'est vrai qu'on ne le souhaite pas, vraiment, mais s'il y a éventuellement des choses qui allaient dans le sens qu'on ne le souhaite pas, est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez affirmer devant les Ivoiriens que vous êtes réellement prêt pour faire face à toutes ces éventualités? Oui, aujourd'hui, je pense que nous sommes totalement outillés pour répondre à toutes les sollicitations, aussi bien en interne, au GSPM même, qu'avec l'appui des unités extérieures, les unités des forces armées, celles de la gendarmerie. Nous avons mis en place un protocole qui permet à ces unités-là d'intégrer nos opérations à mesure d'intervenir au profit des populations.
Alors, merci bien, colonel Sako. Vous êtes chef de corps du groupement des sapeurs-pompiers militaires. Alors, donc, voilà donc ce qui a été dit. À la mi-journée, le bilan est plutôt rassurant. Il n'y a pas de dégâts matériels, il n'y a pas de perte en vie humaine. Et nous espérons que les choses continuent dans ce sens. Merci à vous, Gabriel Zani. Restez avec nous. La RTI vous donne toutes les informations sur ces événements et bien d'autres d'ailleurs. La Sodexam a produit sa prévision météo. Le ciel restera très nuageux avec des pluies intermittentes en cours d'après-midi. Des averses parfois orageuses pourront également perturber la nuit. Restons donc vigilants. Dans le reste de l'actualité, les dirigeants du G5 Sahel et le président français Emmanuel Macron se retrouvent. Un sommet qui se tient aujourd'hui à Nouakchott en Mauritanie. Les discussions seront ensuite élargies en visioconférence aux dirigeants italiens et allemands. Parmi les défis, il y a la mobilisation de la communauté internationale. La question du financement des opérations en cours sera certainement au cœur de la rencontre. Voilà qui met un terme à ce journal. Merci de l'avoir suivi. Attention aux fortes pluies. Prenez soin de vous. Dieu voulant, on se retrouve demain.